Ben, souvent, les parents nous disent qu'ils ont eu un choc, c'est-à-dire qu'ils ont eu une surprise. Et il y en a d'autres pour qui ils nous disent que ça a confirmé mes inquiétudes. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais incapable de mettre les mots ou les raisons pour lesquelles j'avais des inquiétudes pour mon enfant. Alors, souvent, ce que nous, on dit, c'est qu'un diagnostic peut paraître une étiquette pour certains, mais nous, on pense davantage que c'est une clé, que c'est des mots qui nous permettent d'être mieux adaptés et de poser les meilleures actions auprès de notre enfant, à mettre des adaptations les plus adéquates possibles, en sachant quelle est la difficulté véritable de mon enfant. Bienvenue dans le balado au cœur du trouble développemental du langage. Le TDL, comme on l'appelle souvent, se manifeste par des difficultés importantes à acquérir et à utiliser le langage, ce qui complexifie la communication au quotidien. Il touche plus de 7% de la population, mais reste encore méconnu. Je m'appelle Elia Martineau d'Alloprof et avec José Lemay et Annie Saint-Amour de l'organisme TDL à Naudière, on vous guide, un épisode à la fois, pour mieux le comprendre et le connaître. On y va? Vous observez que votre enfant cherche ses mots, qu'il y a peut-être de la difficulté aussi à se faire comprendre. Et là, est-ce qu'on doit s'inquiéter en tant que parent? Est-ce que c'est nécessaire de le faire diagnostiquer? Dans cet épisode-ci, on va expliquer le chemin de l'évaluation du trouble développemental du langage. On vous explique aussi le rôle des professionnels, les étapes à suivre pour obtenir un diagnostic. Mais là, avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on voit un peu c'est quoi les signes qui pourraient nous donner la puce à l'oreille qu'il y aurait un trouble développemental du langage. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Je commencerai tout d'abord à mentionner ou à vous préciser que ce qu'on va vous parler, ce sont des indicateurs de langage d'abord. C'est-à-dire qu'avant d'établir qu'il y a un trouble développemental du langage, il y aura des étapes et des observations à faire au niveau du développement du langage. Donc, c'est important de parler de ça dès le départ pour en arriver à bien comprendre par la suite si les difficultés persistent dans le temps. Mm-hmm. Donc, moi, je peux voir avec vous, c'est quoi les indicateurs? Oui, avez-vous des exemples? Oui, d'habitude, ça va selon l'âge. Okay. Donc, pour le besoin, aujourd'hui, je les ai regroupés un petit peu pour nous donner une petite idée. Mm-hmm. Donc, par exemple, autour de 2 ans, 3 ans, on peut voir qu'il n'y a pas d'interaction avec l'autre personne, qu'il y a peu de démonstration d'intention de venir me communiquer, soit venir chercher mon attention ou essayer de pointer ou essayer de dire un mot. Une difficulté à retenir aussi 2 consignes, comme va chercher ton manteau et tes bottes. Ça se peut que votre enfant, par exemple, effectue seulement aller chercher le manteau. Mm-hmm. Si on continue un peu plus loin, 3 à 5 ans environ, il peut y avoir de la difficulté aussi à raconter, à redire un événement qui s'est passé dans sa journée à la garderie. Un autre indicateur qui serait important de préciser, que vous pouvez voir et observer, c'est quand votre enfant, dans le fond, parle à une autre personne que vous ou à une autre personne qu'un frère ou de la famille proche. S'ils ne comprennent pas ce que votre enfant dit, ça peut être un bon indicateur. Donc, ce que j'ai nommé, c'est des indicateurs qui sont reliés au langage, mais sachez que pour poser un diagnostic, il doit y avoir aussi des impacts dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Ça doit être suffisamment significatif comme impact pour être relié au fonctionnement. Donc, d'être dans incapacité à fonctionner dans certains aspects. OK. Puis, concrètement, ça peut se manifester comment? Et on peut penser, par exemple, à la maison, à une difficulté de langage, et puis on observe en même temps que notre enfant a une difficulté à s'habiller toute seule, à avoir une ordre logique lorsqu'il met ses vêtements, par exemple.
Ça pourrait être un autre des indicateurs qui est différent du langage, mais qui s'ajoute à ce que l'on observe. On peut penser aussi à un enfant qui aurait de la difficulté dans les règles d'un jeu, à les respecter, ou encore d'avoir de la difficulté si on les modifie. L'important, au fond, c'est d'observer au-delà du langage. Quelles sont les autres sphères qui sont touchées, qui sont impactées avec le langage? On peut penser aussi à une routine, le besoin qu'on lui répète constamment une routine. Lorsque l'on change d'une situation à l'autre, la même façon, par exemple, de se laver les mains peut être comprise à la maison, mais peut être plus difficile à appliquer à l'école. Donc, ce sont des observations autres que le langage que le parent peut observer ou que l'entourage peut observer. Comment est-ce qu'on fait la différence entre des difficultés de langage et un trouble développemental du langage? Parce que je pense que c'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on peut voir les différences dans tout ça, là? Et c'est une bonne question. Donc, il faut savoir que ce trouble développemental du langage, avant d'arriver à ce diagnostic-là, on doit éliminer d'autres diagnostics. Donc, souvent, par exemple, la première hypothèse qui peut venir lors d'une observation en enfance, tout petit, ça va être l'hypothèse d'un retard du langage. Et là, le nouveau nom, c'est... Les difficultés langagières. Ils ont tout changé de nom. Alors, dans le retard du langage et le nouveau nom, si dans le fond, on a un service qui est intense avec un orthophoniste, qu'on stimule le langage intensément, on va voir qu'il peut rattraper ce retard-là. Mais le trouble développemental du langage, lui, il est persistant. Mm-hmm. Donc, on va voir le changement rapide au niveau du retard, mais du TDL, dans le fond, il persiste. Les difficultés persistent. Puis, est-ce qu'il y a un âge où ça arrive plus fréquemment, le diagnostic? Est-ce que c'est à l'entrée à l'école qu'on le voit plus? Y a-t-il des moments là, clés là, pour le détecter davantage? Bien, c'est sûr que si l'on parle du langage, il est plus facile à observer peut-être dès 18 mois, dès 2 ans. Mais lorsque l'on parle des fonctions, tantôt, on disait mettre en ordre des choses, faire une routine, bien, il est évident que l'enfant est un peu plus vieux. Donc, on voit de plus en plus des enfants de 3 ans à 4 ans avoir un diagnostic. Mais dans notre réalité, les enfants le reçoivent davantage autour de 4-5 ans, un petit peu avant l'entrée scolaire. Il faut aussi savoir que les listes sont longues en évaluation et en suivi, donc ça retarde un peu l'âge à lequel l'enfant reçoit le diagnostic. Mais là, si je comprends bien, ça prend un professionnel pour diagnostiquer. Oui, ça prend un professionnel parce que le TDL, c'est un trouble qui est aussi évalué en éliminant certaines autres difficultés ou autres causes. Par exemple, on pourrait avoir un trouble de langage lié à un trouble du spectre de l'autisme ou encore un trouble de langage lié à une déficience intellectuelle. Alors, le TDL est émis quand ces hypothèses-là sont exclues pour la personne qui est évaluée. En fait, est-ce que ça prend un professionnel absolument pour poser un diagnostic? Comment ça se passe? Oui, nécessairement, il faut un professionnel parce que le trouble développemental du langage est un trouble complexe et il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Et il faut aussi exclure toute autre cause qui pourrait occasionner une difficulté de langage ou un retard ou un trouble de langage. Donc, il faut exclure que ce serait un trouble de langage lié au trouble du spectre de l'autisme, par exemple, ou encore un trouble de langage lié à une déficience intellectuelle, voire même un accident cardiovasculaire qui pourrait causer des difficultés de langage. Pour poser un diagnostic de TDL, il faut s'assurer d'exclure les causes autres possibles et puis s'assurer aussi d'inclure ce qu'on disait au niveau des impacts autres que langagières. Il faut prendre en considération tous ces facteurs-là pour arriver à un diagnostic de TDL.
Fait qu'à quel âge, souvent, le diagnostic est posé? Bien, en fait, ils peuvent déjà diagnostiquer vers l'âge de 3 ans. OK. Alors, mais notre réalité, par exemple, à l'organisme, on peut voir qu'il y a des diagnostics aussi à 7 ans, aussi à 12 ans, 16 ans et même adultes. Mhm. Oui, j'imagine que l'entrée à l'école, là, ça doit souvent amener là, d'autres intervenants qui viennent voir le jeune puis qui voient certaines difficultés. Est-ce que il y a des étapes dans le diagnostic? J'imagine que oui. Puis c'est qui les professionnels ou c'est qui ceux qui peuvent nous accompagner là-dedans? Bien, en fait, la première piste que je peux donner aux parents, si vous êtes inquiets, c'est d'aller voir votre médecin, de regarder au niveau de l'audition. C'est souvent, dans le fond, si un enfant fait beaucoup d'otite, si souvent il est congestionné, ça peut aussi avoir un impact au niveau de l'audition. Et là, dans le fond, il pourra faire un suivi. Parce qu'un trouble développemental du langage écoute très bien, il y a une très bonne ouïe. La deuxième étape, lorsqu'on veut vraiment avoir une évaluation, bien en fait, vous devez de passer par la porte d'entrée du CIS et Centre intégré en santé et services sociaux, ou les CIUS, les centres universitaires, les centres intégrés universitaires en santé et services sociaux. Wow! Wow! Tout un acronyme. Oui. Donc, voici, on appelle. On fait la demande, j'ai des inquiétudes. Est-ce que je pourrais avoir une évaluation? Ils vont vous mettre sur la liste d'attente. Il y a quelqu'un qui va vous appeler. Donc, ça, c'est au niveau public. Vous pouvez aussi aller en privé. Donc là, à ce moment-là, vous cherchez, dans le fond, sur le site des orthophonistes et audiologistes dans votre secteur. Un orthophoniste privé. Donc, les deux professionnels, c'est, oui, l'orthophoniste et aussi le neuropsychologue qui peut évaluer. Il est important de savoir qu'il est possible d'obtenir des crédits d'impôt ou d'avoir des prestations gouvernementales pour des enfants à défis particuliers. Sachez que ce sont les personnes qui posent le diagnostic qui auront à compléter ces formulaires, parfois de plusieurs pages. Alors, vaut mieux s'informer dès le moment de l'évaluation de la façon de faire avec le professionnel. Fait que là, en attente d'un diagnostic, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, par exemple? Je sais que vous êtes dans le coup, là, en tant qu'organisme, ça, c'est chouette. J'imagine que vous avez un rôle à jouer dans tout ça aussi. À quel niveau? Oui, tout à fait. L'idée étant d'accompagner le parent pour qu'il puisse, dès le moment où il y a une inquiétude, valider ou non ses inquiétudes et mettre en place certaines stratégies pour ne pas trop retarder l'aide auprès de son enfant. Ça, je pense que c'est le rôle important que l'on peut jouer comme organisme et il y en existe à travers le Québec différents. On peut vous accompagner aussi à travers je dirais la prise, l'observation qu'on pourrait faire pour documenter les difficultés de notre enfant lors de l'évaluation à venir. Et là, Annie pourra vous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que je documente. Donc, la préparation à l'évaluation se fait à ce moment-là et on peut vous accompagner à ce moment-là. Donc, oui, on a des dépliants, par exemple, qui peuvent nous indiquer qu'est-ce qu'on peut observer. Ce n'est pas des évaluations, mais ça pourrait nous préparer, dans le fond, à aller voir le professionnel. Mais avant d'aller faire une évaluation, mettons qu'on est sur la liste d'attente, il faut absolument stimuler le langage de son enfant. Et pour ça, il faut avoir beaucoup d'occasions de rentrer en relation avec son enfant. Alors, il faut aller chercher son attention, faut dire beaucoup de mots, de vocabulaire, répéter, se mettre à la hauteur, dans le fond, de l'enfant parce qu'il doit voir aussi la bouche pour bien prononcer. Donc, c'est tous des trucs un peu pour stimuler le langage là, de son enfant.
Fait qu'on veut multiplier un peu les interactions avec notre jeune. Là, bien sûr, moi, je pense à limiter les écrans. Là, je me dis, oh là là, je pense qu'on a des générations qui sont peut-être plus devant les écrans, mais là, ça pourrait être chouette de maximiser l'interaction, d'être plus avec notre jeune pour pouvoir faire toutes ces interventions-là. C'est ça, hein? Puis c'est drôle parce que je me rappelle que j'avais fait un petit vidéo, justement, sur YouTube pour démystifier un petit peu comment on stimule le langage de son enfant. Et j'avais pris l'exemple, dans le fond, de plier son linge. Tout le monde fait ça à la maison. Tu prends un panier et tu as des bas de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de longueurs, de saisons. On peut aller tellement chercher de stimulation du langage qui peut être interactif lors d'une tâche quotidienne. Alors oui, il y a des jeux qui sont spécialisés pour ça, mais à la maison, à l'épicerie, partout, répéter et parler. Excellent, c'est des bons trucs, ça. Un autre truc serait de prendre en note selon les situations. Est-ce qu'on observe que notre enfant parle davantage à la maison, par exemple, qu'avec grand-maman ou grand-papa? Ça peut être des choses que l'on note, que l'on garde pour l'évaluation. Le comportement aussi. On peut essayer de voir est-ce que ces comportements sont différents selon la situation dans laquelle ils se trouvent. Plus vos observations seront écrites et parfois même notées en termes de temps, arriver à l'évaluation qui risque d'être plusieurs mois plus tard, bien, parfois on oublie comme parents, les choses vont vite. Donc, d'avoir des écrits aide à l'évaluation lorsque le professionnel vous aura un rencontre dans son bureau. OK. Donc, ça, c'est toutes les étapes qu'on peut faire en amont, avant notre diagnostic. Mais là, disons qu'on a notre diagnostic. Déjà, je pense que ça peut être peut-être éprouvant. Qu'est-ce que vous observez quoi, normalement, là, chez les parents? Est-ce qu'il y a comme... comment ça se passe? Ben, souvent, les parents nous disent qu'ils ont eu un choc. C'est-à-dire qu'ils ont eu une surprise. Et il y en a d'autres pour qui nous dit ça a confirmé mes inquiétudes. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais incapable de mettre les mots ou les raisons pour lesquelles j'avais des inquiétudes pour mon enfant. Alors, souvent, ce que nous, on dit, c'est qu'un diagnostic peut paraître une étiquette pour certains, mais nous, on pense davantage que c'est une clé, que c'est des mots qui nous permettent d'être mieux adaptés et de poser les meilleures actions auprès de notre enfant, à mettre des adaptations les plus adéquates possibles, en sachant quelle est la difficulté véritable de mon enfant. Fait que ça peut être super soulageant et positif, tout ça. Tout à fait. Ouais. Bon, on a notre diagnostic, la première étape est faite. Maintenant, c'est quoi la suite? Puis c'est qui peut nous accompagner à travers tout ça? Oui, parce que lorsqu'on reçoit un diagnostic, c'est aussi ouvrir des portes vers des services. Ça, c'est important de le nommer parce que c'est positif aussi avoir un diagnostic, malgré le choc que cette chose-là peut imposer chez le parent. Puis c'est quoi les types de services qu'on peut retrouver? Bien, en fait, si on est diagnostiqué au 6, on a aussi, on rentre dans le secteur et il offre plusieurs programmes. Donc, tout dépendant de la région, tout dépendant de à quelle période vous vous inscrivez, il y a des services. Ça peut être orthophonie, ça peut être des programmes aussi pour les parents. Dans le fond, il y a aussi toute l'équipe école, dans le fond, qui peut... Parce que quand vous avez un diagnostic, ça vous donne l'accès à des mesures adaptatives, ça vous donne accès à un plan d'intervention. Donc, il y a toute une équipe à l'école qui peut accompagner votre enfant. Il y a aussi les programmes, dans le fond, des soutiens financiers qu'on peut aller chercher aussi en tant que parent. Donc, tout ce qui est... il y a des formulaires à remplir, là, qu'on pourrait peut-être donner des liens, mais pour aller chercher du financement là, qui nous serait accordé. On parle ici de crédit d'impôt ou encore de prestations pour des enfants à défis particuliers. Qui ouvre la porte vers des spécialistes, mais c'est qui ces spécialistes-là qui peuvent soutenir notre jeune
ou les accompagner? Est-ce que vous en avez? C'est sûr que on peut pas ne pas nommer les orthophonistes qui, dès le départ, sont impliqués, soit à l'évaluation ou soit à la rééducation ou au suivi de l'enfant. On pense aussi au neuropsychologue qui peut émettre le diagnostic. Et selon les impacts, selon l'intensité des difficultés, différents professionnels peuvent être interpellés. Je pense à l'orthopédagogue, par exemple, en milieu scolaire. Je pense à l'ergothérapeute qui peut aider à la mise en place d'un milieu, d'outils plus adaptés pour un enfant qui a un TDL puis qui aurait un trouble associé, par exemple, à la motricité fine. Je pense aussi à un éducateur spécialisé qui pourrait aider au niveau de la gestion des frustrations, des relations sociales. On pourrait y voir aussi un travailleur social pour aider à l'ensemble de la famille à comprendre, dans le fond, l'enfant, parce que le parent, parfois, le comprend bien, mais les frères et les sœurs doivent aussi bien comprendre ce diagnostic-là. Et là, il y a aussi la famille un peu plus élargie. Donc, un accompagnement un peu plus spécialisé pour aider l'ensemble de la famille à adapter leur façon de vivre peut aussi aider une famille dont un enfant vit avec un TDL. Il peut aussi y avoir un psychologue auprès de l'enfant ou encore auprès des parents qui vont leur aider dans l'acceptation des difficultés de l'enfant, dans les inquiétudes, dans peut-être des difficultés au niveau de l'anxiété qui pourrait s'installer chez l'enfant ou chez le parent. On pourrait aussi faire référence à une technicienne, un technicien en éducation spécialisée pour travailler des moyens concrets de favoriser les relations sociales, de mettre en place des outils pour mieux organiser, pour mieux planifier. Donc, selon les besoins de l'enfant, il est évident qu'on ne fera pas appel à tous ces spécialistes-là en même temps, mais selon les besoins identifiés, toutes ces personnes-là peuvent bien vous accompagner et répondre à des besoins de l'enfant. Puis je pense que c'est une super équipe, déjà tout ça. Puis il y a des organismes communautaires. TDL Lanaudière, vous faites partie de cette belle équipe-là qui viennent compléter un peu le soutien qui est offert. Ça ressemble à quoi les accompagnements que vous faites? Tout à fait. Les organismes communautaires ont une panoplie de services qui diffèrent d'une région à l'autre. Les spécialistes aussi à l'intérieur des organismes ont de différentes formations, donc peuvent vous accompagner à diverses étapes de votre démarche auprès de votre enfant. Et ces démarches peuvent être autant à la petite enfance qu'à l'adolescence, voire même que l'adulte, autant auprès de l'enfant qui est en difficulté qu'auprès des parents, voire de la famille immédiate. Et parfois, ça peut même aller avec des interventions en milieu scolaire ou même en milieu de travail. C'est vraiment essentiel. Est-ce que c'est des consultations privées? Est-ce que c'est des formations plus de groupe? Comment ça se passe? Moi, je suis un peu curieuse. En fait, on a 2 volets. Ouais. Donc, le volet de l'accompagnement individuel qu'on offre et on a aussi le volet de groupe. OK. Donc, ça se complète très bien et c'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, les groupes, on peut voir que les parents, quand ils se rencontrent, on n'est pas toute seule, ça donne un soutien. Tandis que, par exemple, un accompagnement 1 à 1, bien là, on peut vraiment aller travailler selon l'objectif et selon le besoin ou ce qu'il est rendu. En fait, les actions ou les interventions ou les services des différents organismes communautaires sont en fait des compléments essentiels aux services publics ou au milieu privé. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce que vous offrez, c'est que vous êtes très concret. Vous offrez des astuces, des trucs. Un parent qui voudrait stimuler le langage de son jeune, est-ce que vous avez des conseils essentiels là, à mettre en place qui pourraient les aider? Bien sûr. Il faut toujours attirer l'attention de l'enfant, OK. Se mettre à la hauteur pour que notre bouche soit visible. Aller chercher les intérêts de l'enfant va nous aider aussi à stimuler le langage. Donc, on peut utiliser plusieurs
jeux, livres, situations dans le salon. Mais on peut aussi stimuler le langage de son enfant peut être facile à la maison ou devant l'épicerie pendant que je suis en train de choisir une pomme. Mais il y a une pomme rouge, il y a une pomme verte et une pomme jaune. Mm-hmm. Alors, on peut aller chercher, dans le fond, la vie quotidienne pour stimuler le langage. Attendez pas d'avoir le meilleur pictogramme ou le meilleur jeu très, très cher spécialisé. Donc, il faut répéter, utiliser le plus de mots possible. On peut nous-mêmes commenter ce qu'on fait, comme on peut commenter ce que l'enfant fait aussi. Alors, ça l'aide, dans le fond, à augmenter son vocabulaire pendant qu'il le fait. Mm-hmm. Pour les adolescents qui pourraient être touchés par le trouble, est-ce que ça, il y a des astuces qui sont peut-être un peu plus différentes? Je sais pas, là, moi, tâches ménagères, pas ménagères, mais les tâches à la maison, comme plier le linge, c'est peut-être un peu plus difficile auprès d'un ado. Est-ce que ça, c'est un autre type de conseil que vous avez à offrir? Ouais, on pense souvent que les ados à faire des petites listes, à déterminer des tâches, mais je dirais ne faites pas une liste trop longue de 10 tâches à effectuer. 3 tâches à la fois peut être suffisant. Avec les adolescents ou adolescentes, c'est beaucoup les relations sociales que l'on va travailler. La communication, c'est-à-dire entrer en communication avec les autres, le respect des normes sociales. Donc, les trucs sont un petit peu différents parce que les besoins sont différents. Mm-hmm. Excellent. Puis ça, on va en parler dans un prochain épisode. Toutes ces habiletés sociales-là à maîtriser sans qu'on sache trop que c'est nécessaire là, avant même de le savoir. Je retiens qu'un diagnostic, c'est le début d'un nouveau départ. Ça amène des services, donc ça peut être une aide extraordinaire qui est apportée. Ça permet de mieux accompagner les jeunes aussi avec tous les spécialistes qui sont à la disposition. J'imagine que c'est pas toujours évident d'en parler à son enfant, mais je pense que vous aviez des ressources qui peuvent être proposées pour les parents qui souhaiteraient aborder le sujet avec leurs jeunes. Hein? On a des très beaux livres qui peuvent accompagner, dans le fond, le parent dans la lecture, tout dépendant de l'âge, bien évidemment, mais on a quelques ressources de quelques livres à vous proposer pour vous aider. On va les mettre dans les notes de l'épisode ou vous voulez les mentionner déjà ici? Oui, on pense à un tout nouveau qu'on a pris connaissance dernièrement, qui est Drew et le crayon magique, qui permet de bien expliquer le TDL à son enfant, parce que on disait précédemment que pour le parent, c'est souvent un choc, le diagnostic, mais le choc est aussi pour l'enfant. Donc, de lui expliquer c'est quoi ses difficultés et pourquoi il les a. Souvent, on désamorce un paquet d'inquiétudes ou des possibles crises chez l'enfant. Il faut l'impliquer aussi dans la démarche de compréhension et d'acceptation de ses difficultés. Il y a aussi, dans le fond, un livre qui s'appelle « Boîte à outils », là, qui peut aider le parent à mieux comprendre le diagnostic. Et il y a aussi le fameux livre jaune que nous, on appelle, qui est pour expliquer, en fait, c'est quoi le trouble développemental du langage pour son enfant. Merci pour tous ces outils-là. Moi, j'invite les auditeurs, ceux qui nous écoutent, à contacter les organismes, les intervenants de leur région. Et pour le prochain épisode, là, on vient toucher un aspect qui est essentiel. On a déjà parlé brièvement, mais on va aller voir les défis de la communication. Alors, je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le trouble développemental du langage. Je remercie Josée Lemay et Annie Saint-Amour pour leur générosité et tous leurs conseils. Si vous souhaitez en savoir plus, l'organisme TDL Lanaudière offre de nombreuses ressources et un soutien vraiment précieux. Visitez leur site web tdl-lanaudière.org ou encore consultez les articles sur le site d'Alloprof. On remercie notre partenaire, la Shop Studio, où le balado a été enregistré. Et nous, on se retrouve au prochain épisode. Il n'existe pas de portrait type d'une personne vivant avec le trouble développemental du langage. Les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre.
Si vous croyez que votre enfant pourrait présenter un TDL, nous vous encourageons à consulter un spécialiste afin d'obtenir une évaluation et un accompagnement adapté à sa situation.